La joue d'elle était appuyée contre le comptoir usé par le mica. Le goût du cuivre emplissait sa bouche. Le sang de sa lèvre fendue coulait à côté des taches de café qui marquaient 30 ans de conversation dans cette petite ville. Au-dessus d'elle, les mains douces de Marcus Brennan agrippaient toujours ses cheveux noirs. Le fils du banquier, son père possédait la moitié des magasins de Main Street. Ce même ricanement dont elle se souvenait dans les couloirs du lycée 6 ans auparavant. Reste à ta place, serveuse. Le restaurant Miller était devenu aussi silencieux qu'un office du dimanche matin. 20 clients observaient la scène comme s'ils assistaient à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir, mais dont ils ne pouvaient détourner les yeux. Les fourchettes s'étaient arrêtées à mi-chemin de leur bouche. Même la vieille radio Philco semblait avoir coupé son bulletin agricole du soir. Elle ne pleura pas, ne supplia pas, se contentant de regarder la neige commencer à s'accumuler contre les vitres. De gros flocons qui annonçaient des routes de montagne dangereuses pour la nuit. « Tu n'aurais pas dû faire ça, Marcus. » Sa voix était aussi calme que les cloches d'une église. Quelque chose dans ses mots fit cesser le percolateur. Marcus lâcha ses cheveux et recula vers ses amis de la banque. « Qu'est-ce que tu m'as dit? » Elle se redressa lentement, essuyant sa lèvre avec une serviette en papier à travers les vitres du restaurant. Les parkings avaient disparu sous la neige fraîche, mais au-delà des lampadaires, quelque chose bougeait dans l'obscurité. Des formes qui n'appartenaient pas au monde docile de Main Street. Un son s'échappa de la crête derrière la ville, long et lugubre, comme le sifflet d'un train, mais plus sauvage. Elle regarda le sang sur la serviette, puis le visage pâle de Marcus dans le reflet de la fenêtre. Des yeux ambrés la fixaient, des yeux qui avaient appris des choses que ces gens en habit du dimanche ne pouvaient imaginer. Rien qui ne vous concerne. Mais Marcus était devenu blanc comme neige. Quelque chose dans son calme, son absence totale de peur, fit disparaître son sourire confiant. Il étudia son visage comme s'il essayait de se souvenir d'un hymne à moitié oublié. Le son revint des montagnes, plus proche maintenant, suivi d'autres sons provenant de différentes directions. L'hiver arrivait à Millfield. Avant de continuer, j'aimerais savoir depuis quelle ville vous nous regardez. Revenons à l'histoire. Marcus sortit son portefeuille de son pantalon kaki repassé et dispersa des billets de 20 $ sur le comptoir taché de sang, comme s'il nourrissait des poulets. Pour le désordre et le côté dramatique, je me penchai pour ramasser les couverts éparpillés, les mains fermes malgré la douleur dans ma mâchoire. Les mêmes mains qui avaient tremblé 6 ans auparavant, lorsque Marcus Brennan l'avait acculé près des casiers du gymnase. Cette bonne à rien boursière pense qu'elle peut s'asseoir avec nous. Le plateau repas avait heurté violemment le sol de la cafétéria. Le pain de viande et la purée de pommes de terre s'étaient répandus sur le linoléum sous les yeux de 200 élèves. Le sandwich préparé par sa mère flottait dans du lait chocolaté. La seule extravagance qu'elle s'accordait chaque semaine. « S'il te plaît, ne fais pas ça », avait-elle murmuré. À 14 ans, elle croyait encore que l'équité comptait. Mais Marcus avait des amis à l'époque. Des footballeurs dont les pères possédaient la quincaillerie, le magasin d'alimentation animale, le concessionnaire automobile, des garçons qui avaient appris la cruauté de leur père, qui mesuraient la valeur des gens à l'aune de leurs biens immobiliers et de leurs comptes en banque. Les réponses aux tests placés dans son casier. Sa parole contre la sienne. Qui le principal Harrison allait-il croire? Le fils du président de la banque eut la file boursière dont la mère nettoyait leur bureau après les heures de travail. Ce sont des accusations graves, Mlle Novak, avait dit Harrison, sans la regarder dans les yeux. Marcus observait depuis le couloir, vêtu d'une veste Letterman impeccable, tandis que les parents d'elle signaient des papiers qui les entraient pendant des années. Les mains de papa tremblaient ce soir-là, alors qu'il signait les chèques destinés aux avocats qui parlaient avec prudence de malheureux malentendus et de réputation dans la communauté. Maman pleurait sur les factures d'épicerie quand la banque du père de Marcus a exigé le remboursement anticipé de leur prêt commercial 2 mois avant l'échéance. Elle a ramassé la dernière fourchette, son poids familier entre ses doigts, qui avait appris depuis à travailler plus dur. La jeune fille qui avait imploré pitié dans le bureau de Harrison fut enterrée dans le cimetière de la montagne aux côtés de ses parents. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur? »« Restez à votre place, » dit Marcus. Mais sa voix tremblait désormais. Quelque chose dans son immobilité le troublait. Elle se dirigea vers la cuisine, sentant 20 paires d'yeux la suivre du regard. Le vieux Pete Miller, derrière la grille, ne leva pas les yeux de son travail,
mais sa mâchoire bougeait comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas prononcer. Elle regarda Marcus se pencher vers ses amis banquiers et leur murmurer quelque chose qui les fit regarder dans sa direction. Son visage était pensif, comme celui d'un homme qui essaie de se souvenir d'une mélodie entendue dans son enfance. Dehors, la neige tombait plus fort maintenant, et ce bruit sauvage résonnait à nouveau dans l'obscurité au-delà de Main Street. Marcus tourna brusquement la tête vers les fenêtres, le teint pâle, car cette fois, le bruit venait de l'intérieur de la ville. Le vent transperçait le manteau de laine de Leigh alors qu'elle marchait sur la route de gravier qui menait à la ville. La neige craquait sous ses bottes d'occasion, chaque pas s'enfonçant plus profondément dans la poudreuse qui piégerait la plupart des gens au petit matin. Mais ses pieds connaissaient ce chemin par cœur. Chaque nid de poule, chaque virage, l'endroit où le ruisseau passait sous le pont en bois que son père avait aidé à construire 20 ans auparavant. La cabane se dressait dans l'obscurité, entre de grands pins. Aucune ligne électrique ne venait gâcher la vue. Aucune facture mensuelle de la compagnie d'électricité ne venait poser des questions sur l'emploi et les références. Seules des lampes à pétrole et le poêle à bois avaient réchauffé 3 générations de Novak pendant les hivers en montagne. Elle poussa la lourde porte, respirant l'odeur des rondins de pain et de la couette de sa mère, qui était toujours suspendue au dossier du fauteuil de lecture de son père. Une seule pièce, une cheminée en pierre construite par des mains qui connaissaient leur métier. Des étagères remplies de livres vétérinaires achetés d'occasion à l'Université de Denver. Une photo posée sur la cheminée, maman et papa avant que les rides d'inquiétude ne se creusent autour de leurs yeux, avant les avocats, les factures médicales et une fille qui avait fait honte à la famille. La fille sur cette photo croyait que le monde récompensait la bonté par la gentillesse. Elle retira son uniforme taché de sang et enfila des sous-vêtements thermiques et un pantalon en laine qui pourraient la maintenir en vie à 20 degrés. Sous le cadre du lit en fer, elle tira un sac en toile rempli de fournitures médicales, de rouleaux de gaze, de bouteilles brunes d'antiseptiques, de fils chirurgicales et de seringues en verre enveloppées dans du tissu. Le faisceau de la lampe torchée découpait des cercles blancs dans l'obscurité alors qu'elle retournait dans la tempête. 20 minutes plus loin, la forêt était si dense qu'elle étouffait les sons. Les arbres étaient plus rapprochés ici. Leurs branches s'entremêlaient au-dessus de sa tête, comme le toit de la cathédrale de Dieu. L'entrée de l'ancienne mine était cachée derrière des arbres morts qu'elle avait disposés 3 hivers auparavant. Aucun accident ne conduirait les chasseurs ou les randonneurs à cet endroit. Elle se faufila à travers l'espace, sentant l'écorce rugueuse frotter contre son sac à dos. À l'intérieur, des lanternes au propane éclairaient un abri qui n'appartenait à aucun monde. Ces montagnards reconnaîtraient des plateformes en bois surélevées au-dessus des lits de pierre froide. Des couvertures militaires excédentaires empilées proprement comme des livres. L'odeur des copeaux de pin se mêlait à quelque chose de plus sauvage, de mosque et de fourrure chaude, et à l'odeur cuivrée du sang séché. 3 paires d'yeux captèrent le faisceau de sa lampe torche. La plus grande ombre se leva près du mur du fond. Scar, un loup gris d'environ 70 kilos, avait l'oreille gauche à moitié arrachée par le piège en acier qui avait failli le tuer 4 ans auparavant. Elle l'avait trouvé mourant près de Willow Creek. Ses os blanchissaient à travers les muscles déchirés par les dents métalliques conçues pour les ours. 6 mois d'opération chirurgicale avec du fil de pêche et des fournitures vétérinaires commandées par correspondance. Il n'avait plus jamais fait confiance à aucun autre être humain, à part elle. Luna s'avança prudemment. Son pelage argenté était marqué par les lignes parallèles laissées par le fil barbelé qui lui avait déchiré l'épaule. 2 mois avaient passé, elle avait à peine grandi et elle avait été surprise en train d'essayer d'atteindre l'eau du ranch de Morrison, où le vieil homme avait posé des pièges pour tout ce qui menaçait son bétail. Fantôme, le mâle blanc observait depuis les ombres plus profondes. Ses yeux jaunes reflétaient la lumière de la lanterne. Elle l'avait trouvé l'hiver dernier, une balle de calibre 22 logée près de sa colonne vertébrale. Abandonné à une mort lente par des chasseurs du week-end qui tiraient sur tout ce qui bougeait sans se soucier de ce qu'ils touchaient. Ce soir-là, ils avaient senti quelque chose de différent. Scar s'était approché le premier, baissant sa tête massive pour examiner le sang séché sur sa lèvre. Son nez reniflait l'air près de son visage. Il lisait l'histoire écrite dans les odeurs, la violence, la peur, le goût salé des larmes qu'elle avait refusé de verser. Elle s'agenouilla,
le laissant inspecter les dégâts, sa tête balafrée appuyée contre son épaule. Un réconfort offert entre deux créatures qui avaient appris la cruauté dont le monde était capable. « C'est le même garçon qu'avant, dit-elle doucement. Marcus Brennan, du lycée. » L'oreille valide de Scar se dressa. Les loups n'oubliaient rien. Chaque odeur, chaque visage qui avait fait preuve de pitié ou infligé de la douleur. Dans leur monde, les dettes devaient toujours être payées. Elle ne dit pas de le traquer. Ce n'était pas nécessaire. Elle s'assit simplement avec eux tandis que le vent hurlait à l'entrée de la mine, les laissant sentir la blessure fraîche. L'ancienne humiliation qui était plus profonde que les lèvres fendues. Dehors. La tempête apportait de nouvelles odeurs depuis Main Street, celle d'une eau de Cologne coûteuse, d'argent frais sorti de la banque, et l'odeur particulière des hommes qui ne s'étaient jamais demandé d'où viendrait leur prochain repas. Scar leva la tête vers l'entrée, les narines dilatées. Luna et Ghost se figèrent, leur respiration synchronisée comme un seul battement de cœur. Toutes trois écoutaient quelque chose qui bougeait dans la forêt à l'extérieur. Quelque chose d'assez gros pour casser des branches en passant. Marcus Brennan se réveilla dans un silence qui lui semblait anormal. Il avait un goût de bière éventé dans la bouche, comme un sentiment de honte. Le mal de tête le frappa lorsqu'il leva la tête du canapé en cuir du bureau de son père à la banque. Ses tempes lui lançaient et son estomac était agité comme l'eau d'un ruisseau après le déjà printanier. Mais sous la souffrance physique, quelque chose d'autre le rongeait comme une écharde qui s'enfonçait de plus en plus profondément. Aucun bruit ne venait de Main Street. Aucun café du matin ne coulait au Miller's Diner de l'autre côté de la rue. Aucun ancien ne se rassemblait pour discuter de la météo et du prix du blé avant l'ouverture de la banque. Seul le vent contre les fenêtres et sa propre respiration saccadée se faisaient entendre. Marcus tituba jusqu'à la fenêtre avant et regarda à travers les stores vénitiens la rue en contrebas. La neige s'était accumulée jusqu'aux genoux pendant la nuit, ensevelissant les trottoirs et les parcs-mètres. Sa nouvelle camionnette Ford était recouverte d'un monticule blanc qui aurait pu être une petite colline. C'est alors qu'il remarqua les traces. Des empreintes de pattes formaient un cercle parfait autour du bâtiment de la banque, profondément enfoncées dans la poudreuse fraîche. Trop grandes pour des chiens domestiques, trop déterminées pour des chiens errants à la recherche de restes derrière le café. Le motif témoignait d'une certaine intelligence, comme si quelqu'un surveillait le territoire, prenait des mesures. Marcus prit les jumelles de son père dans le tiroir du bureau et se concentra sur la ligne d'arbres derrière la poste. Rien ne bougeait, à part la neige qui tombait des branches surchargées des pins, mais le sentiment d'être observé lui donna des frissons dans le dos. Son téléphone sonna une fois, puis se tut. Les lignes devaient être coupées à cause de la tempête. À midi, le cercle s'était resserré. Des formes sombres se déplaçaient entre les bâtiments du côté calme de Main Street. La ligne électrique alimentant l'enseigne électronique de la banque était coupée en deux. L'isolation était déchiquetée par ce qui semblait être des marques de dents. Ce n'était pas un accident. Ce soir-là, Marcus se força à marcher les trois pâtés de maison qui le séparaient du restaurant Miller's. Chaque ombre pouvait cacher des yeux. Chaque entrée d'allée pouvait dissimuler quelque chose qui attendait, mais rien ne se passa. Il arriva sain et sauf au restaurant. À l'intérieur, la foule habituelle était penchée sur son café et sa tarte, des agriculteurs et des commerçants qui connaissaient sa famille depuis 3 générations. Mais ce soir-là, ils le regardaient différemment. Ils lui jetaient des regards en coin quand ils pensaient qu'ils ne les voyaient pas. Ils chuchotaient entre eux, mais s'interrompaient lorsqu'ils passaient devant leur table. La serveuse servait les autres clients avec une efficacité discrète. Elle portait toujours un petit pansement sur sa lèvre fendue, preuve de ce qu'il avait fait. Mais elle s'acquittait de ses tâches avec le calme d'un dimanche matin, comme si sa présence ne signifiait rien de plus qu'une autre tasse de café à remplir. Lorsqu'elle passa devant sa table, portant des assiettes de pain de viande et de pommes de terre, Marcus lui saisit le poignet. « Je vous connais. » Elle baissa les yeux vers ses doigts qui encerclaient en son bras. « Vous me faites mal, ces traces autour de la banque. C'est une sorte de blague que vous faites, vous autres. » Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens et le souvenir le frappa comme la foudre fendant un pain. Le lycée Millfield, la file boursière, Ellen Novak, celle qu'ils avaient détruite avec des mensonges et des preuves fabriquées, celle dont les parents s'étaient tués à la tâche pour payer les frais juridiques que le père de Marcus avait exigés à l'avance.
mais elle avait simplement retiré son poignet, s'était éloignée sans un mot, le laissant assis là, avec la terrible compréhension de qui elle était vraiment et de ce qu'elle était peut-être devenue depuis. La lampe torche d'elle creusait des tunnels blancs dans l'obscurité totale alors qu'elle descendait dans l'ancienne mine. Les lanternes au propane projetaient des ombres dansantes sur les parois rocheuses qui se souvenaient de l'époque où cette montagne avait nourri 3 générations de familles avant que le cuivre ne s'épuise. Scar s'approcha à pas silencieux. Il tenait quelque chose de petit entre ses mâchoires massives. Il le laissa tomber à ses pieds avec un bruit sourd qui résonna sur la pierre. C'était la bague de promotion de Marcus du lycée Millfield, en or avec une pierre bleue, encore chaude de son doigt. Elle la ramassa et la tourna entre ses mains calleuses. L'inscription disait « Promotion 2018, Future Leader », il y a 4 ans, alors qu'elle n'était encore personne. « Juste un message », demanda-t-elle. Le grognement grave de Scar pouvait signifier oui. Le souvenir remonta sans qu'elle le sollicite. Elle avait 17 ans, 3 semaines après les funérailles de ses parents. Debout au bord des chutes de Copper Falls, le revolver de service de son père pesant dans la poche de son manteau, l'argent de l'assurance avait couvert les frais d'enterrement, mais ne lui avait rien laissé pour un avenir qui semblait impossible à affronter seule. C'est alors qu'elle entendit des gémissements provenant du ravin en contrebas. Scar avait peut-être 8 mois, pris dans un piège en acier qu'un chasseur idiot avait posé pour les ours. Sa patte arrière gauche ne tenait plus que par des lambeaux de muscles et d'espoir. Le sang avait noirci la neige autour de lui, et sa respiration s'échappait par saccades qui embuaient à peine l'air hivernal. Elle aurait pu s'en aller. Elle aurait pu laisser la nature s'occuper des choses comme elle le faisait toujours. Les dents rouges et les griffes, les forts survivants, tandis que les faibles mouraient seuls. Au lieu de cela, elle était descendue dans ce ravin et avait actionné les ressorts du piège jusqu'à ce que les mâchoires d'acier s'ouvrent. Elle avait porté dans ses bras le loup mourant de 27 kilos jusqu'à la cabane. Son cœur battait faiblement contre sa poitrine. 4 mois de chirurgie avec des fournitures vétérinaires et des prières. Elle le nourrissait de bouillon à l'aide d'un compte-gouttes lorsque l'infection l'empêchait de manger. Elle achetait des antibiotiques avec l'argent destiné à l'épicerie, tandis qu'elle survivait grâce à de la semoule de maïs et des pêches en conserve. La nuit où sa fièvre est tombée, elle s'est endormie, la main posée sur ses côtes, sentant la vie couler régulièrement sous sa fourrure grise. C'est là qu'ils se sont sauvés mutuellement. Luna s'est approchée du fond de la mine, favorisant la patte qui lui faisait encore mal là où le fil barbelé avait coupé jusqu'à l'os. Elle s'est agenouillée, passant ses doigts dans son pelage argenté, jusqu'à trouver les cicatrices qui marquaient leur première rencontre. « Nous sommes pareils », murmura-t-elle. Les yeux jaunes de Luna reflétaient une compréhension plus profonde que les mots. Tous deux avaient appris que le monde recelait des pièges destinés à attraper ceux qui faisaient un faux pas, ceux qui faisaient trop confiance. Elle ouvrit sa trousse médicale et vérifia le contenu à la lumière de la lanterne. Ghost avait besoin d'un nettoyage de sa blessure à l'épaule, où l'écorce d'un arbre avait écorché de vieux tissus cicatriciels. La hanche de Scar se raidissait avec le froid hivernal. La patte de Luna présentait des signes d'infection autour des coupures causées par le fil de fer. Elle travaillait dans un silence confortable, les mains assurées par l'habitude. Chaque loup se soumettait à ses soins sans résistance, lui faisant entièrement confiance malgré ce que les humains leur avaient fait. Leur patience témoignait de liens plus profonds que la peur, plus forts que la cruauté qui les avait réunis. Dehors, le vent transportait les odeurs de la ville, la fumée de charbon du fourneau de l'église, le café en train de couler à la station-service ouverte toute la nuit, l'odeur particulière des gens qui dormaient en sécurité derrière des portes verrouillées, se croyant à l'abri des créatures sauvages qui se déplaçaient dans l'obscurité. Mais ce soir-là, des odeurs différentes se mêlaient aux odeurs familières. La sueur qui empestait la peur, l'odeur métallique de l'adrénaline, l'odeur aigre d'un homme qui avait enfin compris ce qu'il avait fait. Scar leva sa tête massive, les oreilles dressées vers l'avant. Luna et Ghost restèrent immobiles. Leur respiration était synchronisée, comme celle de loup partageant le même rythme cardiaque. Au loin, à peine audible au-dessus du chant du vent, se fit entendre le bruit d'un moteur qui refusait de démarrer. Quelqu'un essayait de quitter Millfield dans la pire tempête de l'hiver. Marcus empila des meubles contre la porte d'entrée de la banque avec ses mains moites, des chaises de bureau, des classeurs.
Tout ce qui était suffisamment lourd pour ralentir ce qui pourrait passer à travers cette vitre. Le bâtiment lui semblait aussi fragile que du carton. Il avait trouvé la radio d'urgence dans le coffre-fort du bureau de son père. Il réussit à joindre quelqu'un sur la fréquence du comté. Ici Marcus Brennan, de la First National Bank à Millfield. J'ai besoin d'une aide immédiate. Des parasites crépitaient dans le haut-parleur. Quelle est votre urgence, Monsieur Brennan? Des animaux sauvages. Ils m'ont encerclé. Longue pause. Monsieur, êtes-vous blessé? Pas encore, mais ils ne se comportent pas normalement. Ils sont organisés. Nouvelle pause. Monsieur, nous enverrons quelqu'un lorsque les routes seront dégagées. Probablement demain matin. Demain matin, il pourrait entrer par effraction cette nuit. Brennan, les animaux sauvages ne s'introduisent pas dans les bâtiments. Restez à l'intérieur et ils partiront. La radio s'est éteinte. Marcus a jeté le combiné à travers la pièce. Il a regardé les morceaux de plastique se disperser sur le tapis que son père avait importé de Chicago. Dehors, des formes se déplaçaient dans la lumière des réverbères comme des fantômes pris dans la chair, une à chaque coin du bâtiment, positionnés comme des siècles. À minuit, les grattements ont commencé, des griffes sur la brique, testant les points faibles. Marcus a sorti le fusil de chasse de son père de l'armoire à fusil. La crosse en noyer était polie jusqu'à briller comme un miroir. Il l'avait utilisée peut-être 3 fois dans sa vie, lors de parties de chasse destinées à impressionner ses partenaires commerciaux de Denver. Ses mains tremblaient en chargeant les cartouches. Scritch, 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 patient, délibéré, comme des doigts tapant le code Morse sur le couvercle d'un cercueil. À travers la fenêtre, il aperçut Ellen Novak debout sous le réverbère près de la poste, qui observait simplement. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air glacial, mais elle restait immobile comme une statue de pierre. Marcus entr'ouvrit la fenêtre et cria à travers les 40 mètres de neige. « Rappelez-les. » Elle ne bougea pas, ne lui répondit pas. « Je sais qui vous êtes, Ellen Novak du lycée. » Cela attira son attention. Elle s'approcha du cercle jaune projeté par la lumière de sécurité de la banque. « Ce n'est pas mon nom, répondit-elle. Cette fille est morte, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas utiliser des animaux pour menacer les gens. Personne ne vous menace. » Sa voix résonnait clairement comme des cloches d'église dans la rue gelée. Ils ne font que se comporter comme des loups. Un bruit sourd provenant de l'arrière du bâtiment fit sursauter Marcus. Quelque chose avait renversé la benne à ordures derrière le restaurant Miller's. Les lumières au plafond clignotèrent puis s'éteignirent, ne laissant que la faible lueur des lampes de secours. « S'il vous plaît !» cria-t-il à travers la vitre. « Que voulez-vous? Vous vous souvenez quand je vous ai supplié d'arrêter dans le bureau du principal Harrison? » Le souvenir le frappa comme un vin hivernal. Ellen, 14 ans, pleurant, clamant son innocence tandis qu'il observait depuis le couloir, le cœur brûlant de satisfaction. « Que m'avez-vous dit alors? » continua-t-elle. La bouche de Marcus s'assécha. « Je ne m'en souviens pas. Tu as dit que supplier était pour les faibles, que les gens obtenaient ce qu'ils méritaient. » Un autre fracas. La fenêtre avant trembla lorsqu'un objet lourd heurta la vitre. Des fissures en forme de toile d'araignée se propagèrent à la surface comme des éclairs gelés. Marcus leva le fusil, visa sa silhouette à travers les vitres fissurées. « Arrête ça, je ne fais rien, » dit-elle calmement. « Je reste juste là à regarder. » À cet instant, Marcus comprit la terrible mathématique de ce qu'il avait mis en branle des années auparavant. Il ne s'agissait pas de contrôler des animaux sauvages. Il s'agissait d'apprendre ce que l'on ressentait lorsqu'on était impuissant et que personne ne venait vous sauver. La vitre céda dans un bruit semblable à celui du monde qui se brise. Elle entendit le coup de fusil résonner sur les bâtiments en briques de Main Street comme le tonnerre roulant dans une vallée étroite. Elle courut dans la neige qui lui arrivait aux genoux, suivant le hurlement de douleur de Scar qui transperçait le vent comme une lame de scie. Ses bottes glissaient sur la glace sous les lampadaires, tandis qu'elle se frayait un chemin à travers les congères qui auraient enseveli la plupart des gens jusqu'à la taille. Luna gisait effondrée à côté des marches de la poste, des taches sombres s'étalant sur sa fourrure argentée près de son épaule. Le sang contrastait avec la neige blanche. De la vapeur s'élevait de la blessure dans l'air glacial. « Doucement, ma fille, laisse-moi voir. » Elle s'accroupit près du jeune loup, les mains déjà en mouvement pour évaluer les dégâts. La balle avait traversé le muscle, manquant l'os d'un doigt. «
Mais Luna respirait rapidement et superficiellement, son corps luttant contre le choc. Scar les encercla d'un pas chancelant, les poils de son cou hérissés comme des fils d'acier. Ghost émergea de l'ombre derrière la quincaillerie. Ses yeux jaunes reflétaient la lumière des réverbères et une rage qui donna des frissons à elle. « Mes trousses médicales sont dans la cabane, dit-elle à Scar. C'est trop loin, il faut traverser la vitrine brisée de la banque. » La voix de Marcus Brennan se brisa comme celle d'un adolescent. « Je vous ai prévenu. Restez en arrière ou je tire à nouveau. » Luna gémit et tenta de se lever sur ses jambes tremblantes. Elle appuya son manteau contre la blessure sanglante. Elle sentit une chaleur humide imprégner la laine que sa mère avait tricotée 20 ans auparavant. « Tu en as fait assez, Marcus » cria-t-elle en direction des vitres brisées. Ce n'est qu'une jeune louve qui n'a jamais entendu personne. Ce sont des monstres. Son cri résonna dans les vitrines vides. Des animaux sauvages qui n'ont pas leur place ici. Elle baissa les yeux vers les yeux jaunes confiants de Luna. Cette louve s'était prise dans des barbelés en essayant d'atteindre l'eau. Des barbelés métalliques conçus pour trancher tout ce qui les traversait. Elle avait passé 2 semaines à nettoyer ses coupures infectées, à lui donner du bouillon quand la douleur l'empêchait de manger. Maintenant, elle saignait à nouveau à cause de la peur et de la cruauté qui venaient facilement à des hommes qui n'avaient jamais eu à faire face à de réelles conséquences. Derrière elle, le grognement de Scar montait comme un moteur diesel qui démarre à froid. La meute avait senti le sang, goûté la blessure infligée par des mains humaines. Tous ses instincts lui criaient d'éliminer définitivement la menace. Par la porte d'entrée de la banque, Marcus apparut, le fusil tremblant dans ses mains délicates. Son visage était pâle comme des hosties et il transpirait malgré le froid. Ses vêtements coûteux étaient froissés à force d'avoir rampé derrière les meubles et les taches sombres sur son pantalon suggéraient que sa vessie l'avait trahi lorsque la fenêtre s'était brisée. « Éloignez-vous de la banque de mon père. »« Il ne s'agit pas de la banque de ton père, » dit elle calmement, sans lever les yeux de la blessure de Luna. « Il s'agit de ce que tu as fait à une fille de 14 ans qui n'a jamais fait de mal à personne. » Plusieurs fenêtres s'illuminèrent le long de Main Street. Madame Patterson à la pension, le vieux Doc Miller au-dessus de sa clinique, l'équipe de nuit à la caserne des pompiers. La moitié de la ville se rassemblait pour assister à ce qui se passait à l'extérieur de leur refuge. Des maisons chaleureuses. Marcus aperçut les visages qui regardaient depuis des fenêtres. Son humiliation était totale. Le fils du banquier recroquevillé derrière une vitre brisée tandis qu'une serveuse s'agenouillait dans la neige ensanglantée pour soigner un animal blessé. « Je me souviens de toi maintenant » cria-t-il, la voix à nouveau cassée. Ellen Novak, la boursière bonne à rien qui ne savait pas gérer le monde réel. Mais son rire sonnait creux, désespéré. Le son d'un homme qui avait enfin compris que certaines dettes devaient être payées avec des intérêts. Le sang de Luna imprégnait le manteau d'elle, chaud contre ses mains derrière elle. Quelque chose de lourd s'écrasa contre la porte arrière de la banque. Toute la ville regardait maintenant, et Marcus Brennan était sur le point d'apprendre ce qu'était la honte quand il n'y avait plus nulle part où se cacher. La camionnette du Dr. Miller roulait bruyamment dans Main Street à travers un mètre de neige, ses phares creusant des tunnels blancs dans la tempête. Le moteur tout sautait et crachotait, mais continuait d'avancer. Les chaînes sur les 4 pneus lui permettaient d'adhérer à la glace qui aurait arrêté la plupart des véhicules. Elle leva les yeux de la blessure de Luna lorsque le pick-up s'arrêta à côté des marches de la poste. Doc sortit lentement, son arthrite rendant chacun de ses mouvements délibérés. Il avait mis au monde la moitié des bébés de Millfield en 40 ans de pratique, avait soigné plus de fractures que l'hôpital du comté et n'avait jamais demandé aux gens s'ils pouvaient payer avant de commencer à travailler. « J'ai entendu des coups de feu », dit-il en s'agenouillant à côté de elle dans la neige ensanglantée. Sa trousse médicale apparut comme par magie entre ses mains burinées. « Qu'est-ce qu'on a là ?» Une balle lui a traversé l'épaule. Elle n'a pas touché l'os, mais elle perd du sang. Les doigts du docteur explorèrent la blessure de Luna avec la même précision délicate qu'il avait utilisée sur 3 générations d'enfants de Millfield. La louve resta immobile sous ses doigts, sentant quelque chose de familier dans ses mains qui soignaient au lieu de blesser. La blessure est nette. On peut s'en occuper. Le docteur sortit de la gaze et de l'antiseptique de sa trousse. Tenez-la bien pendant que je nettoie la blessure à travers la vitre cassée de la banque. Marcus les regardait travailler. Son fusil pendait mollement entre ses mains moites. Oublié.
Tout le monde dans Main Street pouvait le voir maintenant. Le fils du banquier qui avait tiré sur un animal blessé, tandis qu'une serveuse et un vieux médecin de campagne lui sauvaient la vie. La fenêtre de la pension de Mme Patterson brillait d'une lumière jaune au-dessus de la quincaillerie. Le chef des pompiers volontaires se tenait sur les marches de la caserne. Même le révérend Clark était sorti du presbytère. Ses cheveux blancs étaient ébouriffés par le sommeil. Tous regardaient Marcus Brennan découvrir à quoi ressemblait le jugement lorsqu'il venait des voisins plutôt que des relevés bancaires. « Pourquoi l'aidez-vous » cria Marcus depuis la fenêtre, sa voix à peine audible malgré le vent. Doc Miller ne leva pas les yeux de son travail. « Pour la même raison que j'aide toute personne blessée. C'est ce que nous faisons. Ce sont des animaux sauvages. Comme la plupart des gens lorsqu'ils ont suffisamment peur, répondit Doc en nouant un bandage autour de l'épaule de Luna. La différence, c'est que la plupart des animaux n'attaquent que lorsqu'ils sont acculés. Luna se releva péniblement. Elle testa le poids sur sa jambe blessée. Le saignement avait cessé et elle pouvait marcher. Elle favorisait le côté blessé. Elle pressa son museau contre la main d'elle. Une gratitude exprimée dans un langage que les deux espèces comprenaient. Marcus jeta le fusil, la crosse en noyer claquant sur le sol en marbre de son père. « Qu'est-ce que tu attends de moi? » Elle se leva. Le manteau taché de sang du Dr Miller était drapé sur ses épaules. La moitié de la ville regardait depuis ses fenêtres, tandis qu'elle levait les yeux vers l'homme qui avait détruit sa famille 6 ans auparavant. La même chose que je voulais quand j'avais 14 ans. Que tu arrêtes de faire du mal à ceux qui ne peuvent pas se défendre. Je n'étais qu'un enfant à l'époque. Moi aussi. Le vent apportait de nouveaux bruits. Des moteurs de camions démarraient malgré la tempête. Des phares apparurent au bout de Main Street, avançant lentement à travers les congères. Les pompiers volontaires, l'adjoint du shérif du comté, des gens qui avaient emprunté des routes dangereuses pour répondre aux coups de feu dans leur communauté. Marcus pressa son visage contre la vitre brisée, regardant les véhicules de secours encercler la banque. Mais ces hommes n'étaient pas là pour le sauver des animaux sauvages. Ils étaient là pour lui demander pourquoi il avait tiré sur des voisins qui ne lui avaient jamais fait de mal. 2 ans plus tard, le chèque arriva un mardi matin, alors qu'elle nettoyait la dernière portée de chiots de Luna. Pas d'adresse de retour, pas de lettre d'explication, juste un chèque bancaire de 15 000 $ et une note écrite d'une écriture soignée à l'attention de la clinique vétérinaire. Merci. Elle s'assit sur le porche de sa cabane, tournant le papier entre ses mains, tandis que de la vapeur s'élevait de sa tasse de café. La clinique s'était développée au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Ce qui avait commencé comme un puits de mine reconverti comprenait désormais 3 salles chauffées équipées de matériel médical adéquat. Le département de la faune sauvage de l'État lui envoyait des cas provenant de 3 comtés, des animaux blessés qui avaient besoin de soins plus importants que les soins de base prodigués sur le terrain. Luna monta en boitant les marches du porche. Son pelage argenté était désormais plus épais, mais l'ancienne cicatrice de balle était toujours visible à travers la fourrure. Elle ne courait plus tout à fait comme avant, mais elle vivait, respirait et avait élevé 2 portées en bonne santé dans la sécurité du sanctuaire de la montagne. Scar observait depuis son endroit préféré, à côté du tas de bois. Son museau grisonnant témoignait d'un autre hiver survécu. Ghost se promenait autour du coin de la cabane, suivi de 3 jeunes loups que j'avais sauvés au cours des derniers mois. La meute s'était agrandie, mais elle restait une famille fondée sur la confiance acquise grâce à d'innombrables petites attentions. Elle plia le chèque et le glissa dans la poche de sa veste. Elle avait entendu parler de Marcus Brennan par le biais du bouche à oreille dans la montagne. Comment il avait quitté Millfield au printemps après cette terrible nuit d'hiver, vendu sa part de la banque à son père et disparu dans le monde au-delà de ses sommets. Certains disaient qu'il était parti étudier la médecine vétérinaire dans le Colorado. D'autres affirmaient l'avoir vu travailler dans un refuge pour animaux à Denver. Nettoyer des cages et nourrir des animaux errants dont personne ne voulait. Elle n'avait jamais demandé de détails. Certaines histoires se terminaient mieux quand on n'en connaissait pas tous les chapitres. La cloche de la clinique sonna, une petite cloche en laiton qu'elle avait installée à côté de la porte d'entrée. Elle leva les yeux et vit le petit-fils de Tom Miller qui portait quelque chose enveloppé dans une couverture. Le garçon avait peut-être 10 ans, des larmes coulaient sur ses joues. « Panzel, elle » appela-t-il d'une voix brisée. « C'est Patch !» Une voiture l'avait renversé sur la route départementale. Elle posa sa tasse de café et ouvrit grand la porte de la clinique.
Amène-la, Danny. Voyons ce que nous pouvons faire. Le garçon posa sa chatte blessée sur la table d'examen et recula tandis qu'elle commençait son examen. Côte cassée, mais les poumons semblaient sains. Hémorragie interne, mais sans danger immédiat pour sa vie. Patch survivrait si elle agissait rapidement et avec précaution. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» murmura Danny. Elle baissa les yeux vers les yeux ambrés qui lui faisaient entièrement confiance malgré la douleur. « Nous ferons de notre mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Dehors, les chiots de Luna gambadaient dans l'herbe printanière sous le regard attentif de leur mère, qui les surveillait depuis l'ombre. L'air de la montagne sentait la sève de pin et les fleurs sauvages, la neige fondue qui coulait dans les ruisseaux qui transportaient la même eau depuis des milliers d'années. Elle enfila des gants chirurgicaux, prépara l'anesthésiant et commença le travail délicat de recoller les morceaux. Au loin, le moteur d'un camion résonnait sur les pics de granit, quelqu'un d'autre amenant quelque chose de blessé à l'endroit où la guérison était toujours possible. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de ce qui s'était passé à Millfield cet hiver-là, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une autre histoire sur les problèmes d'une petite ville, un jeune homme apprenant des leçons difficiles, une serveuse trouvant sa force, des loups enseignant aux gens les conséquences de leurs actes. Mais plus j'écoutais les anciens qui s'en souvenaient, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas vraiment de vengeance. Il s'agissait de ce qui se passe lorsque nous choisissons la miséricorde plutôt que le jugement, lorsque nous construisons des familles à partir des morceaux brisés que d'autres ont jetés. Elle aurait pu laisser la nature suivre son cours impitoyable cette nuit-là sur Main Street. Au lieu de cela, elle a montré à Marcus ce qu'était la grâce, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que la guérison nécessite que quelqu'un fasse le premier pas vers le pardon. La communauté montagnarde parle encore des changements qui ont suivi. Comment Marcus est revenu des années plus tard, transformé? Comment ces dons discrets ont permis à la clinique pour animaux sauvages d'elle de continuer à fonctionner? Comment la ville a appris que parfois, les plus forts d'entre nous sont ceux qui protègent ce que les autres considèrent comme sans valeur? Dans ces sommets du Colorado où l'hiver enseigne des leçons de survie, elle a découvert quelque chose que nous oublions souvent. Que les familles les plus puissantes ne sont pas fondées sur le sang, mais sur le choix, sur la décision quotidienne de prendre soin des créatures qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. C'est une histoire qui mérite d'être rappelée. Ce récit s'inspire du folklore américain traditionnel sur la rédemption par le service aux autres et le pouvoir de guérison de la nature. Tous les personnages, événements et lieux existent dans le domaine de la fiction et ont été créés à des fins de divertissement. L'histoire n'approuve, n'encourage ni ne promeut la violence, l'exploitation des animaux ou les comportements nuisibles envers les humains ou la faune sauvage. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou avec des événements réels est purement fortuite. La représentation des loups et de leur comportement reflète la tradition narrative plutôt que la précision scientifique. Les lecteurs ne doivent en aucun cas tenter d'interagir avec des animaux sauvages ou de recréer les situations décrites dans ce récit fictif. Ich verstehe das gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich irgendein Setting an- oder aus habe, die irgendwie wichtig ist oder so. Ich weiß es nicht. Grafiktreiber mal Update. Der ist komplett auf dem neuesten Stand. Leider. Lebenspeak auf 24 Jahren. Ja, so ein Lebenspeak wäre ganz geil eigentlich. Hätte ich Bock drauf. Ich hatte das immer. Ich habe es im Pipe-Stack. Ich habe das wirklich immer. Weil Loki selbstgebaute. Oh Gott, die Flames gegen Loki und seine selbstgebauten Sachen. Gehen wir die Runde zu. Ja! Ich weiß nicht, warum. Es macht einfach keinen Sinn. Ich habe keinen schlechten PC. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mal Velo neu installieren. Vielleicht liegt das auch irgendwo falsch. Das kann auch gut sein. Ich habe es mit meinem Speicherplatz nicht so. Ja, ich glaube, ich muss das mal. Ich deinstalliere es heute nach dem Stream mal. Ach, bei mir. Oh, ich dachte bei mir. Weil so fühlt es sich auch an, als hätte ich einfach, keine Ahnung, Frame Drops. Aber hab ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe 180 auf dem Bildschirm. Und ich glaube, das Niedrigste, was ich mal so bekomme, ist 160, was ja jetzt auch kein
Pain in the Ass sein sollte. Du kannst auch gerne LOL spielen. Ja, das ist halt bei LOL habe ich das halt nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, es liegt an Velo. Gut, LOL ist jetzt auch nicht also, man braucht jetzt nicht so crazy PC für LOL. Aber trotzdem. Ich habe meine hier. Ne, ich bin bei Audio, ich Idiot. Ist alles low. Ich habe genau die Settings von Dings übernommen. Keine Ahnung. Mein Stuhl ist zu hoch. So. Nee, jetzt ist er zu niedrig. Ach Mann. Need for Speed. Bald First Time Cuphead zu spielen. Oh, Cuphead habe ich nur gute Sachen von gehört eigentlich. Ich weiß, dass das sehr viele Leute, die ich kenne, spielen. Also das Einzige, was ich halt habe, ich kann nicht reden, was ich halt habe, ist Packets Lost. Aber, keine Ahnung. Das kann ja jetzt auch nicht daran liegen. Ich geht heute gar nicht. Dann wieder LOL. Spielst du nur mit Jonas? Ich nicht von dem Haus ein aus, ja umgekehrt. Nichts und danach habe ich es umgekehrt. Was ist meine... Ich höre nur auf den Geldbeutel, Bitch, und auf mein dummes Herz. Kaum ist das irgendwann. Ich bin ein Mann, ich bin kein Junge mehr. Ich habe das Gefühl, meine Augen müssen auch noch wach werden. Auch wenn ich schon ein bisschen wach bin, die müssen noch wach werden. Das Spiel mag dich aber nicht. Das Spiel mag mich wirklich nicht. Hallo Mo. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber es fuckt mich hardcore ab. Das Game ist so scheiße. Also es ist nicht scheiße, ich liebe das Spiel, aber es mag mich einfach nicht mehr. Ich darf es einfach nicht mehr spielen. Ja, das meinte ich, soll ihm schreiben. True. Ich weiß, ihr habt auch safe Bock mit dir zu gamen. Ihr habt das sogar auch schon gegamed. Alter. Okay. Na, Riss hast du nicht, aber ist okay. Mo, ist okay. Wir sind noch den letzten Canon Resident Evil Film und bin jetzt was die ganze Werd ready jetzt. Ach, das Game kommt bald raus oder so, ne? Na, dann klappt alles. Ja. Odin löst bestimmt alle meine Probleme. Sehe ich auch so. Ach, Digga, ich TP mich halt gefühlt hin und her. Ich muss mal actually meinen Stream backwatchen, ob das genauso aussieht oder ob ich mir das einfach legit einbilde. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht und ich suche eine Ausrede. Das kann auch gut sein. Who knows? Die was noch auf zum Mittag. Check ich, ja, klar. Check ich. Ich habe ja auch mit Leuten immer gespielt, die mehr Ahnung hatten als ich. Da lernt man halt einfach am besten. Oh, was für Wochen auch noch? Immer. Dein ganzen Tag Resident Evil, ne? Guten Morgen, Nemi. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, ich brauche noch 3 Deathmatches, Alter. Ich sehe keine Fehler im Bild. Okay. Dann weiß ich es auch nicht. Hä? Ich hatte mein Game doch auf Valorant gestellt. War ich nicht auf Velo? Twitch hatte heute Probleme, I guess. Bei Tolkien hatte das heute auch mit der Einstellung irgendwie Probleme. Ah ja, wie war zuerst? Auch nicht so meins. Ich weiß nicht mehr, was noch. Was ist da los? Nee, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen durch. Keine Ahnung. Ich habe so viele Dinge in meinem Kopf. So, Lernen, Stream, Sport, Ernährung. Und irgendwie ist das gerade so alles so, alles ist exhausting. Wenn Klausur durch ist, bin ich glücklich. Will ich den, ja. Das ist einfach, it's a lot. Ich muss ja auch noch irgendwie schlafen, aber irgendwie bin ich abends vorm Schlafengehen noch so, bin ich so am fokussiertsten, lerne dann lange, kann aber dann nicht so,
kann der nicht so früh aufstehen. Ach, ich weiß nicht. Aber danke, Selina, falls das Game nicht umgestellt war. Twitch. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen guten Morgen, falls du uns hörst. Für Urlaub wäre doch jetzt was. I mean, theoretisch, ich darf mich eigentlich gar nicht beschweren. Ich bin scheiß Made. Ich studiere. Ich habe gerade frei. Das sind ja alles freiwillige Sachen, womit ich mich stresse. Also, ja. Da ich dann nur wirklich drin war. Deathmatch. Twitch sagt und gerne mal falsche Sachen an. Yep. We love Twitch. Jetzt wäre lustig, wenn ich wartest mal auf Bewerbungsgespräch. Viel Glück mit dem mehr. Oh, viel Glück beim Bewerbungsgespräch, Lenny. Viel Erfolg. Und danke für deinen Lurk-Timer. Danke. Hallo, Selina. Hörst du uns? Da will ich nicht so Schuss bei der Prüfungsphase. Ja. Ich habe halt weniger als eine Woche jetzt noch, ne? Hätte man mir das mal früher gesagt, dass man weniger Stress hat, wenn man mehr lernt. Ich weiß das. Ich prokrastiniere extrem gerne. Gerade auf dem Klo. Oh, AZB. Eine von uns. Danke für den Lurk, Stony. Danke. Ich rock das schon nur so. Natürlich, Lenny. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich so gut wie Selina sein kann heute. I don't think so. Bin ich irgendwie kleiner? Ich fühle mich so klein. Warum fühle ich mich so klein? Du musst in die Toilette. Bei mir war League, als ich Twitch reloadet hatte. Ja, I don't know. League halt. Twitch halt. Wenn du ein Hobbit bist. Das stimmt nicht. Mit deinen 1,68. Dazu nicht mal meine Fake-Zahl angibst, ist so asozial. Den 1 Zentimeter kannst du mir doch schenken für die Funny Number, oder? Enemy down. Da bin ich ein bisschen. Ja, eben. Geht es deinen Augen gut? Nein! Ich schwöre bei Gott, wenn es sich das so um 80% declined einfach. Aber jedes Mal, wenn ich zum Optiker gehe, Junge, sagt er mir einfach, nö, ist alles normal. Ich weiß auch nicht. Actually war ich jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr. Also kann gut sein, dass die rapidly declined ist. Gestern haben wir 4 Wins, 2 Lose, Upbring auf die 1. Boah, hör mal. Also hier werde ich aber auch nur gefickt in der Lobby. What is happening? Okay. Zen. Geh mal 1 Zentimeter weniger. Gibt mir auch niemand. Wer bist du wegen 6-7? Nee. Kann ich nur verlieren, wenn ich loslaufe. Slow down. Alter, was vor, Leonie? Mich erschießen, ja. Aber für dich mache ich mir Zeit. Ach Mann, ich bin nicht fokussiert. Ich follow that side.